Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, juste pour vous annoncer que messieurs Thomas Veillet et Marco Rastaldi auront un peu de retard. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est de vous reconnecter d'ici une petite trentaine de minutes et on va commencer le webinaire dès ce moment-là. Je vous remercie beaucoup pour votre patience et reste bien sûr à disposition si vous avez des questions. Vous pouvez directement les adresser dans le chat et je me ferai un plaisir d'y répondre en attendant Thomas et Marco. À tout de suite. Bonsoir à tous. C'est Marco qui va parler ce soir parce que moi j'ai plus de voix de toute façon. Bienvenue. Désolé pour le retard, c'est pas de notre faute. On avait tout prévu, mais simplement apparemment l'autoroute Genève-Glin est un peu compliquée ce soir. Donc on va attaquer comme prévu avec une demi-heure de retard. Évidemment, ça durera un peu plus longtemps avec une demi-heure de plus. Et puis, alors la bonne nouvelle, c'est que comme il n'y a pas de match ce soir, vous pouvez rester jusqu'à 19h30. Et puis, on va parler ce soir des pétrolières, du prix du pétrole, du cours de Total et de la taxe super profit. Bref, on va parler pétrole. Voilà. Oui, parce que comme quand on n'a pas d'idée, on a du pétrole, enfin a priori. Donc cette fois, pétrole, ça pollue, c'est bien, c'est sympa. Ça a amené beaucoup de pognon aux investisseurs qui n'étaient pas ESG. Donc c'était peut-être une bonne façon de finir l'année, non? Hein? Non, ouais. Bon, nous, Thomas a perdu la voie, mais on ne savait pas sur l'autoroute si c'était la voie de droite ou la voie de gauche. C'est pour ça qu'on a eu un petit peu de problème à arriver jusqu'ici. Enfin, ceci étant dit, on va commencer. Donc, comme d'habitude, vous voyez les slides traités en sécurité, 3 millions de produits sur les 60 bourses différentes. Effectivement, ça, c'est ce que vous avez quand vous êtes client chez Swissquote. L'agenda aujourd'hui, c'est parler un peu du marché du pétrole. Ça sera un peu didactique, hein, donc ne vous inquiétez pas. Au moins, donnons-nous l'impression d'apprendre quelque chose. On parle un petit peu de Total Energy et puis aussi du prix du pétrole. Donc, les Swiss Dots, vous savez ce que c'est, l'univers des dots, donc je passe rapidement. Que sont les dots, les 4 catégories de produits, vous le savez aussi. Ceci dit, on va certainement créer 2-3 vidéos, mais qui ne seront pas live par rapport au teaching sur ce que sont les varants, les no-code varants, les mini-futurs, les facteurs certificates, histoire qu'on n'ait pas besoin d'en reparler tout le temps. Marché du pétrole. Alors, le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, on parle beaucoup de cette agence qui dit oui, il peut y avoir des problèmes au point de vue de l'approvisionnement de pétrole. Oui, il y a suffisamment de barils pour à peu près tout le monde. Non, il n'y a pas suffisamment de cire. Enfin, donc, ce sont eux qui parlent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Donc là, ce ne sont vraiment pas des bullet points, c'est vraiment quelque chose de lisible. Comme ça, vous pouvez le garder pour si jamais. Donc, croissance de la demande devrait ralentir en 2023. C'est assez normal parce que si vous nous suivez depuis un moment, on parle effectivement de la récession et de ce genre de choses, d'où récession, il y a moins d'activité économique, il y a moins d'activité économique, il y a moins besoin de pétrole. L'offre mondiale de pétrole a augmenté, ceci étant dit, mais comme vous avez vu, il y a l'histoire de l'OPEP, ils sont toujours en train de discuter entre eux pour savoir s'il faut augmenter, pas augmenter. Joe Biden va à genoux voir MBS pour lui demander d'augmenter la production de pétrole. L'autre lui dit oui, lui met les doigts dans le nez, et puis pour finir, ils repartent, et puis ils vont discuter, les Saoudiens avec d'autres, en disant non, 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 pour finir, on ne va pas augmenter la production. Donc on ne sait pas vraiment. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez vu, ça c'est récent dans la presse, hein, c'est donc l'interdiction du brut russe, mais surtout aussi le cap par rapport au prix du pétrole russe. Donc, a priori, les marchés pétroliers sont finalement équilibrés à l'approche des mois d'hiver. On va commencer à comprendre ce que c'est qu'un mois d'hiver à partir de demain soir à peu près. Et on espère pour Noël que grâce à Coca-Cola, nous aurons aussi de la neige. Donc, le problème aussi, c'est qu'on est plus ou moins équilibré, mais les stocks sont pas super bien. Et effectivement, les embargos de l'Union européenne n'améliorent rien. Donc, effectivement, les Russes, eux, se moquent un tout petit peu de ce que les Européens peuvent bien raconter, parce que de toute façon, ils vont vendre aux Chinois qui n'en ont rien à faire de l'Europe et aux Indiens qui n'en ont rien à faire de l'Europe non plus. Donc, c'est plutôt nous qui allons souffrir. Les Américains sont leurs propres producteurs de brut, donc il n'y a pas de problème. Ils font copain-copain, tant qu'à faire avec les Vénézuéliens, même s'ils ne les aimaient pas à l'époque.
Tandis que nous, on est un peu loin, et puis c'est pas Macron qui va changer quoi que ce soit. Donc, la proposition de plafonnement des prix du pétrole pourrait contribuer à atténuer les tensions. Ça, c'est assez intéressant parce que si vous lisez la presse d'aujourd'hui et même de hier, alors il y en a certains qui vont dire les prix à la pompe vont augmenter, d'autres qui disent mais non, les prix à la pompe ne vont pas augmenter. Donc, effectivement, ce qui est assez intéressant dans cette situation, c'est que personne ne sait. Donc, nous non plus. La demande d'énergie fossile. Donc, cette agence a essayé de prédire un peu jusqu'à 2050 cette demande. Donc, vous voyez que, a priori, la demande de pétrole baisse. Vous voyez aussi qu'a priori, la demande de charbon, coal, baisse et que le gaz naturel était un peu monté et puis va se comporter relativement bien. Donc, eux parlent d'énergie fossile. Donc, on ne parle pas du solaire, on ne parle pas du vent. Donc, vous voyez qu'a priori, ça devrait baisser. Mais vous voyez quand même que le pétrole, même si ça baisse un tout petit peu, par rapport aux autres énergies, ça reste la plus importante. Donc, celui qui pense qu'en 2035, on ne pourra plus, ou en 2030, plus acheter de voitures qui ne soient pas électriques, et que le prix du pétrole, c'est fini, et puis que c'est une énergie fossile qui va disparaître de la vie, du quotidien de tout un chacun, faux. Maintenant, aussi, ce que raconte cette agence, c'est un peu les investissements en énergie dite propre. Donc, propre égale non fossile. Donc, on voit que les gens vont plutôt travailler. Donc, le vert, ce sont les pays émergents, le bleu foncé, la Chine, et le bleu ciel sont les pays développés. Pourquoi la Chine et pas l'Inde? Parce que la Chine est très importante et vous savez, en lisant la presse, que les Chinois investissent pas mal dans les énergies dites propres parce que ils ont l'impression de. Vous vous rappelez, il y avait Homo lave plus blanc que blanc. Donc, les Chinois, ils veulent être plus vertueux que n'importe qui, tout en faisant d'autres choses derrière qui sont nettement moins vertueuses. Les pays développés essayent de développer, évidemment aussi, vu qu'ils sont développés, des énergies propres. Et les pays émergents, c'est plutôt là où on a l'impression qu'il peut y avoir une croissance. Donc, ce que l'on avait vu avant, c'est que dans les énergies fossiles, effectivement, il y avait une petite baisse de la demande quand même. Pétrole, charbon et gaz naturel un petit peu plat. Donc, pourquoi? Parce qu'il y aurait des développements en investissement d'énergie propre, d'où on utiliserait plus d'énergie propre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, qu'en 2030, vous voyez par rapport à 2021 qu'il y aurait beaucoup plus d'investissements, toujours de la même source d'information, cette agence internationale de l'énergie, beaucoup plus sur l'énergie propre et moins dans l'énergie fossile. Mais par contre, ce qui est intéressant de regarder là-dedans, c'est qu'il y a toujours des investissements en énergie fossile. Donc, celui qui pense de nouveau qu'il n'y aura plus d'investissement là-dedans, il a tout faux, mais totalement faux. Maintenant, regardons un peu les prévisions des analystes. Alors là, on quitte l'IEA ou AEI. Il y a le Brent, vous savez que ça c'est pris le pétrole plutôt sur le côté Europe, et puis le WTI, ben, c'est le Western Texas, Texas égale les États-Unis. Les courbes sont parallèles, évidemment, parce que c'est common sense, dirait l'autre. Donc là, c'est quelqu'un qui l'a dit. Donc moi, j'ai essayé de mettre à côté un tout petit peu qu'est-ce que racontent certaines personnes. Donc Fitch, Solution Fitch est une agence aussi de rating de compagnie. Hein. Il y a Moody's et il y a Fitch, par exemple. Et donc, ils ont aussi des analystes. Et ces analystes ont dit, ben, nous, on pense que pour le Brent, parce que Fitch est plutôt Europe, c'est 102 $ le baril, d'accord? Alors que, a priori, donc le 31 octobre 2020, les gens avaient dit, voilà ce qu'on pense du prix du baril. Hein. C'est assez intéressant. Donc, on pensait à 100 $ pour le Brent, et puis on pensait à 96 pour, pardon, et puis à 96 pour le WTI. Donc maintenant, on pense que c'est 102, donc ça n'a pas beaucoup changé, d'accord? Et 88 par contre, enfin 95 en 2023, 88 en 2024, donc a priori, il y a cet effet récession plus qu'un shift, dirons-nous, je pars des énergies fossiles pour aller sur des installations autres, que ce soit du solaire ou du vent. ING pour 2023 prévoit une moyenne de 101 $ le baril. Donc, vous voyez, pour finir, quand quelqu'un vous dit, mais qu'est-ce que pense un analyse par rapport au baril, par rapport au prix actuel, par rapport à ce qu'il pensait il y a une année, les gens ont relativement peu changé. Le plus, on va dire, celui qui pense et qui a changé 4 fois, je pense à peu près d'avis en un mois, c'est Goldman Sachs, qui pense que la moyenne à 110.
pense que tu es gentil en disant 4 fois. Hein. En un mois? En un mois, moi je pense que tu es gentil. Parce que Je pense que semaines, il change. en fait, en gros, c'est le même analyse qui a changé 4 fois, mais comme il y a une dizaine d'années chez Goldman Sachs, ça fait 40 analyses. Oui, c'est vrai. T'as raison. Fort probable. Excuse-moi, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est le graphique du prix du WTI. C'était avant-hier, à peu près. Donc, vous voyez, on était à 80. Si vous regardez un petit peu, ça avait baissé hier soir et ce matin. C'est un peu plus bas, c'était descendu en dessous des 80. Enfin, vous voyez, ça, c'est depuis 2013. C'est intéressant depuis 2013 parce que ça vous montre aussi que le mois de mai 2020, on traitait même en dessous de zéro. Donc, en gros, on vous donnait du pétrole. Le seul problème qu'il y avait, c'était où le stocker. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas rempli ma baignoire de pétrole. Depuis lors, c'est monté très fortement. Et puis, par rapport au pic qu'on a vu dans les 125 $, évidemment, on a baissé à 80 parce que on arrive, donc on a l'embargo russe, mais l'Européen ou par exemple l'Italien va dire, mais non, moi je ne veux pas acheter du pétrole russe parce que celui que j'achète, il vient d'Inde, sous pavillon Panama, avec à leur bord, ce sont des Japonais et des Africains qui sont en train de faire bouger le navire. Donc, c'est pas russe. Bon, OK. Et puis, effectivement, avec ce ralentissement économique, avec l'histoire de la Chine et le Covid, donc effectivement, il y a eu un peu moins de demandes, d'où l'excès de 120 à corriger. Maintenant, vous voyez qu'en 2013-2014, on traitait en dessus de 100. Ça serait intéressant d'aller voir le prix à la pompe parce que à l'époque, le dollar était plus fort qu'il ne l'est maintenant et le prix à la pompe était moins que ce qu'on paye maintenant. Cherchez l'erreur. On sait toujours faire un inquiet là-dessus. Ouais. C'est notre conviction, ça. Ouais. Maintenant, quelques points sur l'industrie du pétrole. Donc, on a vu un tout petit peu ce qui se passe par rapport aux énergies fossiles, non fossiles. Quand on parle de pétrole, il y a upstream, downstream, d'accord? Donc, upstream, ça veut dire exploration et extraction. Donc, ce sont des gens qui vont creuser des puits, qui vont extraire ça. Donc, c'est upstream, en haut. Après, il y a le midstream, c'est le stockage et le transport d'hydrocarbures, donc le stockage plus les pipelines. Le downstream, c'est plutôt la production, donc le côté raffinage, par exemple. D'accord? Et puis les stations-service qui, elles, se font effectivement un plaisir d'augmenter les prix alors qu'a priori, ils devraient baisser. Alors ça, ce sont les trois secteurs principaux. Là, il y a aussi le secteur des services. Donc, ça peut être, allez, on va dire une connerie, la comptabilité. Deux types principaux de sociétés. Il y a les junior companies, d'accord? Donc, elles sont plutôt dans l'exploration et l'extraction. Donc, elles sont plus petites, déjà en capitalisation boursière, elles sont plus petites. On les appelle les junior companies. Alors, ça, c'est très intéressant parce qu'elles sont hypersensibles au prix du cours du pétrole parce qu'elles vont le mettre en relation avec le prix d'extraction. Je m'explique. Prix d'extraction à 35 $, et puis le prix du marché à 80 $. Pour eux, c'est intéressant, c'est grande marge. Prix d'extraction, toujours à 35 $, mais c'est la même chose dans les mines, les mines d'or et compagnie. Si le prix de vente du pétrole est à 25 $, donc elles perdent de l'argent. Donc elles ont un côté très, comme ça, lié au prix du pétrole. Donc vous voyez aussi, c'est un volume d'extraction qui est relativement faible, entre guillemets, par rapport à des grandes sociétés. Voilà. Et puis après, il y a les senior companies, donc qui ont un volume, là il y a une coquille, c'est pas qui n'ont, c'est qui ont un volume supérieur à 100 000 barils par jour. Donc vous voyez la différence entre 10 000 et 100 000, c'est de 1 à 10. Puis après, il y a les sociétés dites indépendantes, ça on en trouvait pas mal aux États-Unis, justement. Ça, c'est des choses qu'on ne trouve pas tellement en Europe, mais qu'on trouve vraiment aux États-Unis. Donc des sociétés de production de l'upstream, donc toujours, mais qui n'ont alors zéro activité de raffinage et autres. Les intégrées sont celles qui font tout, upstream, midstream, downstream. D'accord? Donc vous allez voir des raffineries Exxon, vous allez voir des stations Exxon, et vous allez voir des puits Exxon. Donc ce sont entre autres celles qu'on appelait les majors, les 5 majors que l'on trouve
principalement aux États-Unis de nouveau, parce que en Europe, on a plein d'idées, mais on n'a pas de pétrole. Petite image boursière, ça c'était assez intéressant, c'est Charles-Henri Monchot, pour ceux qui le suivent sur LinkedIn, qui avait mis ça, donc c'est de Charlie Bilello. Ce qui est assez intéressant, c'est la dichotomie qu'il y a entre l'ETF sur le secteur de l'énergie, c'est-à-dire qui comprend des sociétés cotées en bourse actives dans le secteur pétrolier, et le prix du pétrole. Moi, ce que je pense, là c'est c'est les dividendes des producteurs pétroliers ont augmenté de 75%. Donc, si vous lisez de nouveau investir.ch, vous allez voir qu'il y avait la publication tous les trimestres, en fait, de l'indice de Janus Henderson sur les dividendes. Et là, il y a eu effectivement record sur record de distribution de dividendes trimestre après trimestre, depuis en tout cas 4 trimestres. Et ce que l'on voit, c'est que c'est les dividendes des pétrolières qui ont augmenté et principalement dernièrement les dividendes spéciaux des pétrolières, ce qui implique que nos amis dans le gouvernement ont dit ouais mais il faudrait une super taxe parce que pour finir c'est pas sympa parce que un elle pollue et deux ceux qui ont eu le culot et l'argent d'acheter des pétrolières en plus vont recevoir plein de pognon alors que nous on n'en a pas. Donc ça a créé ce problème. On en a beaucoup parlé en France, un petit peu en Italie, enfin, surtout en Europe. Aux États-Unis, de nouveau, ils n'en ont rien à battre. Mais en Europe, évidemment, la jeune vierge effarouchée a décidé d'agir. Elle n'a absolument pas agi, mais on en a beaucoup parlé. Et donc, ça a fait couler un peu d'encre, donc noir, pétrole, mais ça n'a abouti à rien du tout. Donc moi, je pense qu'effectivement, la dichotomie, c'est qu'il y a des gens qui ont acheté pour le dividende, considérant que certes, les taux d'intérêt ont augmenté, mais les dividendes, grâce aux dividendes spéciaux, étaient relativement impressionnants. Alors, parlons de Total Energy, parce que Total Energy est la seule pétrolière intégrée, grosse, et même d'ailleurs la seule pétrolière, pratiquement, j'ai essayé de chercher dans les dots. On voulait essayer de voir avec Thomas l'Europe par rapport aux États-Unis, comment va Total Energy par rapport à Exxon, des choses comme ça. No way, il n'y a pas. On voulait aussi regarder par rapport à des junior companies, comment justement leur sensibilité par rapport au prix du pétrole vis-à-vis d'une grosse major. Il n'y a pas. Donc, Total Energy. Bon, historiquement, ce qu'on peut dire, comme juste pour la petite histoire, je ne vais pas faire d'analyse profonde, mais en fait, il se trouve que je gère un portefeuille pour un client depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et donc, il y a 2 ans en arrière, on a acheté des titres, un basket de titres qui payaient des dividendes. Et on a pris de l'Exxon et du Total. Et c'était vraiment du buy and hold. Donc, on avait pris la décision d'acheter et de ne pas se retourner et d'attendre 5 ans. Aujourd'hui, 2 ans et demi, presque 2 ans et demi plus tard, la performance d'Exxon est de 200%, since inception. Alors, on était vraiment au fond du bac, personne n'en voulait. On avait un rendement de dividende à l'époque qui était de 7%. Donc, je vous laisse imaginer, donc c'est quasiment 14% de revenus sur 2 ans, plus de 14% de revenus sur 2 ans, plus une perf stratosphérique. Ça, c'est la perf marché. Et puis, Total, par contre, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, la perf est très bonne aussi, mais par contre, elle sous-performe nettement les majors américaines en termes de performance nette. Alors, je pense que c'est lié aussi au fait que c'est pas une américaine, que tout le monde ne la voit pas du même œil. Et comme tu disais avant, il y avait ce côté très, les Européens veulent faire plus propre, plus blanc que blanc, exactement. Et ça pose aussi un peu de problème. Mais il faut aussi savoir que, en revanche, ça reste aussi une des pétrolières qui apparemment est en train de faire la plus grosse transition de pétrolière à, on va dire, moins polluante. Voilà. Oui, parce que le trafic des indulgences, c'est quand même européen, c'est pas tellement américain. Ce qui est intéressant dans Total Energy, c'est que nous, on l'a souvent connu comme Total. C'est devenu Total Energy, mais c'est toujours bizarre de dire Total Energy. Là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 points qui expliquent comment Total, enfin ce qui était Total avant, donc ça s'appelle Total, comment c'est devenu Energy. Donc, ce que je voulais dire, le dernier point, c'est que le changement de Total en Total Energy, toi tu dis effectivement c'est a priori parce qu'ils ont envie de se donner bonne conscience. Évidemment, certaines ONG
ont décidé que, à raison à mon humble avis, que c'est du greenwashing, parce que jusqu'à preuve du contraire, elles continuent à investir plus dans l'énergie fossile que dans l'énergie non fossile ou dite propre, peu importe comment on veut l'appeler. Maintenant, ça, pour moi, ça ne pose aucun problème. Ils font ce qu'ils veulent, du moment qu'ils payent un bon dividende, par exemple, ou bien qu'elles performent en bourse. À la fin du compte, le marché de l'investissement, c'est pour gagner de l'argent, c'est pas a priori pour le trafic des indulgences. Total Energy, c'est aussi intéressant de regarder la structure de l'actionnariat. Moi, j'ai trouvé ça assez marrant à regarder, parce que pour finir, en termes de pays, l'Amérique du Nord, c'est 32,8%, d'accord? Et quand on regarde le voting right de 2019, 2020, 2021, on se rend compte que les ETF, donc BlackRock, on pourrait rajouter, j'imagine, Vanguard et compagnie, mais surtout BlackRock, est un gros actionnaire. Pourquoi c'est un gros actionnaire? C'est pas parce qu'il trouve que Total est magnifique, c'est que la plupart des ETF que vous connaissez sont chez BlackRock. Enfin, la plupart. C'est eux qui détiennent la majorité, enfin la plus grosse partie d'ETF. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en même temps, le discours de leur président directeur général, c'est de dire à tous les gouvernements européens, il faut travailler sur la transition énergétique, il faut être vert, etc., etc. Donc c'est notre cher Larry. C'est vraiment, il s'est vêtu du costume du diable. Aux États-Unis, il n'en a rien à faire parce que l'ESG aux États-Unis, ça n'intéresse personne. Enfin, quelques personnes, mais pas beaucoup. Alors qu'en Europe, de nouveau, nous adorons nous flageller. C'est extraordinaire. Donc voilà. Et donc, morale de l'histoire, actionnariat. Bah, si on prend la France, parce que rappelons-nous quand même que c'est une industrie française a priori, ou du moins Benelux, si on devait faire comme ça. Bah, France, ok, c'est 27%, mais les États-Unis, c'est un peu plus. Vous me direz, dans le Crédit Suisse, ce sera bientôt l'Arabie Saoudite. Pour reparler du Crédit Suisse. Je peux plus les jeux. L'évolution des résultats. Alors, comme vous avez vu qu'effectivement, a priori, il devrait y avoir une baisse de l'activité commerciale et de l'année prochaine, donc ce qu'on appelle une récession. Donc, effectivement, il y aura moins d'utilisation de pétrole, donc il y aura effectivement des résultats des sociétés pétrolières, des majors, dont fait partie aussi Total Energy, à la baisse. Donc, vous voyez, 2022, 2023, 2024, c'est plutôt à la baisse en termes de résultats, comme les marges nettes, comme les marges d'exploitation. Mais ça reste quand même pas mal. Quant aux recommandations des analystes, donc ces zones bourses là, et S&P Global Market Intelligence, donc le cours à l'époque là, faudra jongler un tout petit peu entre dollars et euros, mais comme c'est à peu près 1 parité, ça va. Donc le cours de clôture, lorsque ce screenshot a été pris, c'était 61,75, enfin 61,75. Et puis on voit quels sont les objectifs de cours haut, les objectifs de cours bas. Donc c'est 92 au plus haut, 49 au plus bas, on va dire 92,50 ou 90,50. On est pratiquement presque, je ne vais pas dire au milieu, mais à 67,20, ce serait l'objectif de cours moyen. Comment ils ont calculé la moyenne, ça c'est toujours discutable, mais enfin ça donne une idée. Mais surtout, ce qu'on voit dans le détail du consensus des analystes, c'est qu'il n'y a personne qui dit alléger, vendre, ou il n'y a personne qui n'a pas d'opinion. Enfin, en tout cas, celle qui n'a pas d'opinion, d'ailleurs, on ne devrait même pas être là-dedans. Donc, acheter, c'est 12, accumuler 6, conserver, c'est 5. Donc, grosso modo, les analystes, enfin, la finance est positive sur les titres pétroliers. Il faut aussi noter que si on regarde la performance des titres pétroliers depuis 2 ans, surtout depuis cette année, je crois que ce fait c'est le seul secteur qui est en hausse encore cette année sur la S&P. Et, on verra. Et donc ça, c'est déjà assez impressionnant de lui-même. Je ne connais pas les ratings d'Exxon aux États-Unis, les recommandations du marché, mais en tout cas, une chose qui est assez impressionnante, c'est qu'aujourd'hui, selon un rapport de Goldman Sachs, le titre le plus shorté du marché aux États-Unis en ce moment, c'est Exxon. Donc il y a toute une frange de la population qui est en train de jouer quand même un reversal de ce type de secteur qui est en hausse depuis 2 ans quasiment pour jouer, j'imagine, quelque chose de l'autre côté. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que jusqu'à maintenant, ça fait un moment qu'ils sont déjà au top des shorts. Et je pense qu'il y en a qui doivent avoir très mal, un peu comme Tesla à l'époque.
Ce qui n'est pas le cas sur Total Energy, parce que de nouveau, les Européens ont une autre dynamique par rapport au rebalancement de portefeuille, au long short, et puis parce que effectivement les perfs ne sont pas tout à fait les mêmes. Elles sont très bonnes, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. Pourquoi la plupart des gens ont acheté Total Energy? Alors vous allez dire c'est contradictoire par rapport à pourquoi recommander des DOTS et des choses comme ça, alors que c'est une société qui paye de très bons dividendes. Donc vous voyez, ça sort de chez eux. Donc le rendement brut annuel de dividendes depuis 2012, là c'était jusqu'à 2021, puis si on met 2022 c'est un petit peu plus, mais on va dire le rendement brut annuel c'est de 5,9%. Donc ils avaient fait c'est le cours, regardez bien, donc c'est combien vous avez reçu de dividendes sur le cours moyen de l'action sur l'année. D'accord? C'est pas un point donné, c'est sur l'année cours moyen. Donc vous voyez qu'en gros, 5,9%, on était toujours en dessus de 5. Donc ça paye quand même pas mal. Donc ça a du sens. C'est des super dividendes payeurs, de toute façon, c'est génial. Donc ça fait partie. On avait répondu à une question la dernière fois sur les aristocrates, les dividendes d'aristocrates. Ça pourrait en faire partie, parce que 5,9, alors vous me direz c'est en euros, l'euro a baissé parce que le franc suisse est monté, enfin peu importe. Oui, mais on peut se hedger. Oui, mais puis en plus d'une stratégie pareille, je pense que dans un but d'avoir du rendement, pour quelqu'un qui a un portefeuille un peu diversifié, moi je ne prendrais pas une pétrolière, je prends deux, une européenne, il n'y en a pas 150, et une américaine, comme ça, tu as du dollar et de l'euro, et puis fini, quoi. Pas rentrer non plus dans le hedging. Non. Bon. Le graphique de Total Energy, alors depuis 2003, alors vous voyez que en 2008, avant qu'on ait la crise des subprimes, c'était quand même une société qui traitait dans les 87, alors là c'est euros. Mais bon, ce serait la même chose, on va dire dollars, comme ça va bien. Vous voyez qu'effectivement, depuis le plus bas de 2020, on est passé de 25 à 60, donc c'est plutôt pas mal. D'accord? Donc on voyait cette espèce de trend. Là, on l'avait cassé. Ceux qui adorent l'analyse technique, le flag qu'on a maintenant, si vous prenez les 3 derniers points de 2022 en haut et puis les 3 points en bas, quand les drapeaux s'ouvrent comme ça, c'est pas très bon parce que ça crée de la vol et puis on ne sait pas exactement où ça va sortir. C'est ça qui est intéressant. Alors on pourrait dire qu'on a cassé une ligne de tendance, mais on l'a cassé une fois, on est redescendu vers les 47, entre 45 et 47. Après, on est remonté, puis là, pour l'instant, on a l'air de tenir entre 60 et 62. Mais comme on ouvre ce flag et qu'on n'a pas confirmation de la tendance, ça peut être intéressant. Là, ça a du sens de travailler avec des DOTS, par exemple. Donc, on se dit, tiens, ça a marché. On va acheter des varans call. Alors là, vraiment, on prend de nouveau des instruments les plus, entre guillemets, simples possibles. Le varan call, il est très simple. Donc, vous avez un varan avec une échéance et un strike, donc un prix d'exercice. Donc, si vous rappelez le graphique, on est entre 60 et 62. Le strike, donc le prix d'exercice est à 60. Donc, tout ce qui est en dessus de 60, vous gagnez de l'argent. Si c'est en dessous, ben, vous avez une prime de temps. Pourquoi une prime de temps? Parce que le dernier jour de trading, ça c'est la dernière colonne, c'est le 17 mars 2023. D'accord? Donc ça, c'est relativement intéressant. Donc vous avez une valeur temporelle que l'on trouve dans la 3e colonne tout en bas de 0,29. C'est-à-dire que là, on travaille vraiment sur de la valeur temporelle parce qu'il faut 10 calls pour qualifier pour jouer un titre. Et vous voyez que si vous achetiez 10 calls, ça coûte 3 francs 19. Mais dans ces 3 francs 19, vous avez 29 centimes. C'est de la valeur temps. Et le reste, si on est à 50, bon là en dessous, on était en dessous du prix du prix du strike, parce qu'on était à 58,89 € cette fois. Mais donc là, on a beaucoup de valeur temps. Mais comme on était déjà remonté, il y a un peu de vol. La vol que vous allez payer, c'est ce fameux 31,2%. Donc là, vous payez beaucoup de vol. Là, on paye beaucoup de vol. Donc il y a une valeur temporelle. Il y a de la volatilité à 31, c'est beaucoup parce que la volatilité du marché était plutôt basse. Vous avez un ratio de 10, donc vous allez payer, on va dire, 3 francs 20 pour un strike de 60, un titre qui est déjà monté à 62,5. Donc, vous avez quand même quelque chose qui est intéressant. Le break-even calculé ce jour-là, à ce moment-là, c'est 62,98. Il y a un truc quand même qu'il faudrait quand même, j'aimerais bien signaler dans cette histoire, c'est quand vous faites une opération sur quelque chose comme ça,
faites quand même gaffe au spread, hein, la différence entre le bid and ask. Ouais. Parce que sur la colonne de gauche, de la troisième colonne, en partant de la gauche, vous avez l'achat, le bid à 0,269 et vous avez le ask à 0,319. Ce qui veut dire que si vous achetez 100 000 de ces varans, vous allez payer 0,3119. Ouais, 50 centimes, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est pratiquement 20%. L'équivalent, la taille du spread, c'est Ouais. monstrueux. Donc, il faut juste faire attention parce que si vous achetez n'importe quoi, peu importe le nombre, mais c'est la taille du spread. Si vous achetez à 31,90 et que derrière vous vous trompez ou vous dites 2 heures après, bon, ça ne marche pas comme je veux, je vends ma position, vous avez de toute façon perdu 20%, roughly. Donc, il faut juste faire attention des fois. Alors, peut-être que vous pouvez mettre une limite entre un peu plus bas pour essayer de toucher le varan un peu, le varan en call un peu moins cher. Mais ça, c'est aussi important. Je vous montre avec les doigts, mais personne ne voit rien, mais c'est aussi assez important que de se souvenir aussi de ce genre de choses, que la taille du spread est important en fonction pour choisir aussi le produit que vous allez choisir. Il arrive, ça c'est l'expérience qui parle, mais il arrive que vous avez des fois plus moins de spread plutôt, Ouais. avec des plus gros volumes. Parce que là, vous avez 500 pièces sur le côté, ce qui est rien. Bon, je pense que c'est aussi par rapport à l'heure. Alors, ouais. Mais franchement, il faut faire très attention à ça parce que d'expérience, ça m'est déjà arrivé de me mettre dans un varan puis de me rendre compte qu'il y a un spread de 10% dessous. 10% de spread, c'est monstrueux. Voilà. C'est une remarque qui est hyper importante parce que la différence entre une option qui est listée et un DOT, donc un varan tel qu'il est présenté sur les plateformes de Susquote, là, ce sont des faiseurs de marché, des market makers qui gèrent le marché. Rien ne vous empêche d'ailleurs de mettre des ordres limités. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde, c'était à 22 heures, donc évidemment, le marché, entre guillemets, est fermé. Donc, on voit qu'il y a eu un volume de 50 000 sur la journée précédente, que le dernier cours était à 0,291. Donc, vous voyez, c'est pratiquement entre le bid and ask. Mais ça, c'est super important ce que dit Thomas par rapport au market maker. Encore une chose qui est importante, surtout, c'est qu'en général, dans les marchés régulés, si vous avez une option qui vaut moins de 50 centimes, généralement, vous devez avoir 1 centime de spread. Vous devriez avoir 27 à 28. Ça tient la route. Au-dessus, il faut faire attention. Mais là, je pense que c'est une question d'heure, mais je voulais aussi le signaler parce que c'est important. On parle souvent d'acheter quelque chose et de se dire si ça monte, mais aussi des fois, vous pouvez avoir des très petits mouvements dans la journée. Et si vous avez vraiment un spread serré, vous pouvez pratiquement gagner du scalping dans la journée. Bon, il faut aussi faire attention à ça. Mais là, encore une fois, je n'imagine pas que l'UBS cote avec des écarts pareils. Non. Il faut quand même faire attention. Mais par contre, l'autre chose qui peut se passer, bon, rappelez-vous la valeur temporelle. Plus le temps passe, toute chose étant égale par ailleurs, de facto, vous perdez de la valeur sur votre varan call. La première chose. La deuxième chose, de nouveau, la volatilité de 31,20, si tout d'un coup la volatilité se tasse à 20%, vous allez aussi perdre parce que dans le calcul du call, il y a non seulement le prix par rapport au strike, mais il y aura aussi la volatilité qui est prise en compte et puis aussi le temps qui est pris en compte. Donc, voilà ce qu'a fait le produit par rapport au sous-jacent. Donc, TTTE, donc c'est effectivement Total Energy sur l'Euronext en noir. Donc, de nouveau, ça a l'impression de ne pas avoir beaucoup bougé, mais quand même, ça a un peu bougé. Donc, on va dire que à partir du mois de juin 2022, si vous regardez la performance de Total, c'était quand même d'environ 20%. Et quand on regarde ce VAR en call, lui, par contre, il est passé à pratiquement 80% de hausse. Donc, vous voyez là l'effet de levier. Donc, un titre monte de 20, le produit DOTS monte de 80, donc fait 4 fois la mise par rapport au sous-jacent. Si on prend maintenant un knockout, alors le knockout par rapport au varan, on reste dans les calls. Cette fois, on n'a pas mis un put, on reste dans les calls. Donc, vous voyez que le ratio est toujours de 10. Donc, il vous en faut 10 pour qualifier pour acheter un titre. Donc, c'est toujours un peu la même chose. Là, vous voyez que ce n'était pas à peu près la même. Bon, vous me direz c'était à 10 heures du soir plus ou moins, mais là, c'est 1,20 à 1,22. Donc, ça rejoint un petit peu ce que disait Thomas avant. C'est que effectivement, là, le spread entre le bid and ask, on sent que c'est un spread qui est encore relativement vivant
alors que le spread précédent, c'était vraiment un truc de clôture où voilà, c'était terminé. La différence avec l'autre, il n'y a pas de date d'expiration, rappelez-vous, knockout. Donc, s'il n'y a pas, c'est qu'il y a une barrière quelque part. Donc, c'est le knockout. Le knockout, c'est le titre vaut environ 59 €, vous voyez, 58,89. Le knockout, c'est 46,73. Donc, on part du principe, ça touche le knockout, vous perdez votre varan. Tant qu'on reste en dessus du knockout, il n'y a aucun problème. Le varan va rester là pendant X jours, X mois, X années. On peut imaginer ça comme ça. Bon, évidemment, vous n'allez pas le garder ad vitam aeternam parce que lorsque vous avez des options et lorsque vous avez des dots, dans ce cas précis où on aime bien le dividende, vous ne recevez pas de dividende. Donc là, vous êtes en train de jouer des mouvements relativement courts. Si vous êtes à fond dans la création d'un portefeuille long terme, vous achetez le titre. Et puis après, vous pouvez utiliser les dots pour vous hedger, mais ça serait plutôt pour le hedging. Là, vous ne jouez pas les dividendes, donc je vous conseille d'acheter ce genre de produit entre les périodes de distribution de dividendes. D'accord? Voilà ce qu'a fait le knockout. Donc là, c'était depuis octobre 2022. J'aurais bien voulu trouver quelque chose à juin, mais tant pis. Donc là, on voit que le titre, le sous-jacent a gagné environ 12%, donc TTE, là, le fameux. Et en orange, donc c'est le prix du Baron Call, et qui là, lui, a gagné 125%. Voilà. Donc là, vous voyez qu'avec un varan normal, avec une échéance, vous aviez gagné 80%, là, vous gagnez 125%. Donc, vous voyez que ça vous exprime un tout petit peu comment sont ces instruments. Donc, ça c'est votre choix, un, du titre, deux, de la stratégie, j'achète un call ou j'ai un put, puis après, qu'est-ce que j'attends comme effet de levier? Il y a aussi un truc qu'il faut. Et là par exemple, on parle pas de vol. Vas-y. Il y a aussi un truc qu'il faut faire attention sur ce genre, parce que le varan knockout, il a quand même une durée de vie qui est liée à son prix, évidemment. Là où il faut faire attention aussi, c'est le moment où vous l'achetez. Parce qu'un knockout, si vous allez acheter, par exemple, si on a un graphique de Total Energy, vous avez un espèce de range à un moment donné. Voilà. Si on a un range sur le marché, là, on voit très bien qu'on a quand même une résistance dans la zone des 58-60 €, ne serait-ce que technique, mais aussi psychologique, parce qu'on sait que c'est toujours plus difficile de passer des dizaines. Donc, en gros, si vous achetez un knockout ici, là, à ce moment-là, vous avez quand même un risque qui est relativement élevé parce que ça veut dire que vous êtes très haut. Et donc, la baisse peut être avec une amplitude beaucoup plus grande, donc vous risquez de vous faire knocker. En revanche, si vous profitez d'un bas de range, et là, si on tirait vraiment un truc à la louche, à l'œil, vous avez un énorme support dans la zone des 45. Ouais, 45 €, un truc comme ça. Si vous avez un varan qui a un prix de knockout à 40 et que vous avez un énorme support à 45, vous avez déjà une sécurité beaucoup plus importante que d'aller de l'acheter au haut du range. Après, il faut jouer avec les strikes et les niveaux de knockout, mais ça, c'est aussi un truc important à garder parce que comme là, on fait quand même de la spéculation, il faut essayer quand même de gérer le risque au maximum. Donc, de nouveau, c'est bien que tu interviennes. Merci d'être venu chez nous. C'est un effort, hein, parce que ma voix est en train de… Ah, les voix du Seigneur sont impénétrables. Complètement. Donc, avant que tu perdes la voix. Donc, si vous vous rappelez, le knockout, c'était à 46 et des poussières. C'est pas pour rien que nous avions choisi ça. Parce que si on casse le support de 47,5 à peu près, donc rappelez-vous quand je vous parlais de ce flag, c'est qu'on risque, donc techniquement, on risque de redescendre, tester les plus bas vers les 25. Donc à ce niveau-là, j'ai plus envie d'avoir quoi que ce soit. Je me suis planté dans mon truc et puis voilà. Par contre, celui qui prend un knockout à 55, là, c'est très spec. Donc, c'est quelqu'un qui dit, il n'y a pas de retest, on repart directement. Puis là, mon premier objectif, c'est 65 et mon deuxième objectif, c'est 72. Alors, je pense que, de nouveau, moi, dans ma manière de jouer ce genre de choses, moi, je me sentirais à l'aise, par exemple, si on prend un graphique, moi, je ne peux pas vous le montrer en direct, mais si on tire un trait par rapport au support qu'on a entre 2009 et au bas de 2009 jusqu'au bas de 2016, si vous tirez ce support-là, vous avez une ligne de support qui passe dans la zone des 40, quelque chose comme ça. Je pense que acheter sur les 40 € et pour la suivre depuis un moment total, mis à part accident de parcours qu'on a eu durant la crise Covid, aller acheter ce genre de choses sur des supports,
c'est toujours hyper intéressant parce que vous mettez une marge de sécurité, mais en plus, vous démarrez sur un support. Si vous allez chercher le haut du range, eh bien, vous avez forcément ce risque déjà de faire la première fatigue du marché. Et je délire complètement sur complètement autre chose, pas les pétrolières, mais Novartis, par exemple, je le dis souvent dans mes vidéos. Novartis, c'est une boîte qui est, excusez-moi du terme, s'il y a des gens qui travaillent là-bas, mais c'est chiant comme la mort. Parce que quand on regarde la performance sur des années, il n'y a rien à faire. Par contre, quand vous regardez le grand range de Novartis de tête, il fait du 74,89. Eh bien, si vous allez acheter dans la zone des 75 et vous prenez un knockout avec un knockout price à 69,5, à mon avis, vous ne faites jamais exécuter et vous avez la possibilité de profiter de tout le levier au moment où elle va décider de redémarrer à la hausse. Voilà, c'est la parenthèse pharmaceutique de la soirée. Donc, quel médicament tu vas prendre après? Alors, un Stendo. Non, oui, parce qu'ils ont fait le spin-off. Non, parce que moi, aujourd'hui, pour me soigner, je vais dans une pharmacie, je prends tout ce qu'ils ont, je mélange et j'avale. Donc, ça, ce qui est intéressant, c'est de nouveau, c'est de se dire, est-ce que j'achète un strike out of the money? Ça, c'est relativement intéressant quand il n'y a pas le knockout. Quand il y a le knockout, il ne faut pas être stupide et de prendre quelque chose qui soit trop proche du knockout, parce que là, ça perd un tout petit peu de son sens. Alors, autant prendre un Varron Call, d'accord? Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait fait, le Varron Call strike 60, alors que le knockout, ben, il y a un knockout à 46,73. Pour avoir, alors c'est vrai que quand vous allez acheter un Varron knockout, avec un knockout price ici qui est à 46 3 quarts grosso modo, et que vous achetez le titre est à 47 et vous achetez le knockout à 46 3 quarts, c'est extrêmement bon. Il faut vraiment être courageux. Pour avoir joué à ce jeu dangereux dans mes jeunes années de trader, ça va très vite, hein, parce que je crois que mon record sur une position comme ça, j'aime bien parce que quand je parle d'expérience, je parle toujours des fois je me suis pris une claque, mais je veux dire, j'avais joué à un moment donné avec pas des montants énormes, mais en disant oui, mais là c'est bon, ça va rebondir, c'est sûr. Vous achetez un Varron à 10h11 et puis à 10h12 le strike il est collé et c'est fini. Donc c'est le meilleur moyen de claquer 3 ou 4 000 balles sans faire de shopping. Oui, et puis en gros, là, c'est à notre belle époque, ils venaient nous chercher. Ouais. Donc, le market maker, il savait où étaient les prix dans le marché. Et puis, il faisait un downtick juste pour emmerder. Exactement. Puis après, ça repartait à la hausse. Donc, vous faisiez scalper. Mais vous aviez raison sur la journée parce qu'après, le titre gagnait 2, 3, 4%. Mais simplement, il était venu vous chercher pour vous exercer. Puis, c'était la cata. Donc, voilà pour Total Energy. Ça, c'est simplement pour clôturer. Donc, voilà comment on travaillait et les Varron Call et les Varron Knockout. Cette fois, à la date de l'octobre 22, enfin du mois d'octobre 2022. Pourquoi? Parce que comme ça, on voit comment ça a travaillé. Donc, le Varron avec knockout est donc la couleur orange. Donc, vous voyez que le knockout a mieux performé que l'autre. Par contre, les trends sont similaires. C'est normal, on joue la hausse. Donc, il y a effectivement une corrélation de 1 pratiquement. Et il y a surtout un levier. Mais donc, on voit le levier que donne le knockout. Ça, c'est assez intéressant. C'était pour bien que vous visualisiez, donc on voit tout au fond qu'avec le knockout, à cette date-là du mois de décembre, eh bien, le knockout, c'est 128%, l'autre, c'est 72%. Bon, il n'y a personne qui va pleurer. Parlons maintenant juste un petit coup du pétrole. C'est pas très, très long. Le pétrole, donc, j'ai simplement tiré cette ligne pour vous dire, voilà où il y a le plafonnement. Donc, les Européens ont dit, nous, on plafonne, on n'achète pas de pétrole à plus de 60. Je ne sais pas, de nouveau, c'est un truc, de nouveau, un effet d'annonce extraordinaire. Mais bon, comme ça, on le voit. La question, c'est, est-ce que tu sais à quel prix les Russes le vendent actuellement aux Chinois et aux Indiens? Voilà, donc, ils le descendent, quoi qu'il en soit, et ils gagnent de l'argent parce que, de nouveau, au prix de l'extraction du pétrole, moi, je pense qu'entre 30 et 36 $, c'est bon, quoi. Donc, ils vendent, et c'est ce que l'on retrouve aussi dans la presse. On peut faire tout ce qu'on veut, eux continuent à gagner du pognon. Les Russes, je veux dire, pardon, les Russes. Donc, mais là, tout d'un coup, il y a eu cette grande solidarité européenne de dire on n'achète pas, machin. Enfin. Il faut quand même dire que toutes les sanctions qui ont été mises en place par les gouvernements européens ont toutes absolument fonctionné de manière fantastique, puisqu'on se les a pris en pleine gueule à chaque fois. Ce qui est bien, et puis
ce qui est bien fait. Ça, c'est un peu embêtant par rapport aux dots, parce qu'on aurait bien voulu parler de l'armement, mais il n'y a pas de dots sur l'armement. Parce que ceux qui ricanent dans leur coin, enfin, c'est les ricanent. C'est l'industrie de l'armement. Les Européens, un peu moins, mais les Américains, beaucoup. Il y aura un article vendredi par Arnaud Spencer sur l'industrie, enfin, un update sur l'armement, les titres européens. Là, donc, le pétrole, pardon. Donc, vous voyez qu'on était environ à 80 $ le baril, qu'on est monté dans les 125 et en plafonnement à 60. Ça, on s'en fout un peu du plafonnement. Disons, quand on regarde ce graphique, effectivement, on a l'impression que le prix du pétrole est plutôt en tendance baissière pour l'instant. Est-ce que ça va trouver un support dans les 75 $? Peut-être que oui, peut-être que non. Vous avez vu que la plupart des gens, tout au début de la présentation, sont plutôt encore en dessus de 80 $ en moyenne pour l'année prochaine. Alors, il faut, enfin, là aussi, d'expérience, d'abord, on l'a vu tout à l'heure sur les targets qui étaient annoncés. Alors, les banques d'affaires américaines ont tendance à avoir un immense effet d'annonce et avoir une capacité de pouvoir dire tout et n'importe quoi en donnant l'impression qu'ils sont très intelligents. Et on a vraiment tout vécu. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'à chaque fois qu'on a une espèce d'extrême conviction dans une direction ou dans un autre, et aujourd'hui, je crois que globalement, en tout cas aux États-Unis, c'est le cas, parce que de mémoire, je crois que Bank of America sont à 125, Goldman est à 110, 115, Morgan Stanley est à 120. Donc, toutes les grosses banques d'affaires ont un target d'ici 6 à 9 mois avec un pétrole, c'est un coup sûr qui va dans la zone des 120, qui retourne là où on était il y a quelques mois. En général, vous savez très bien que quand tout est prévu comme ça, c'est pas du tout comme ça que ça se déroule. Et on a vraiment constaté plusieurs fois. Et il y a un exemple typique qui sera, à mon avis, le meilleur moment pour faire l'inverse. C'est quand M. Pierre Endurant viendra parler et donnera son avis sur le pétrole. Alors, Pierre Endurant, pour la petite histoire, est un hedge fund manager français exilé aux États-Unis qui parle très rarement, mais chaque fois qu'il dit son avis sur le pétrole, je crois que dans la semaine, dans la minute qui suit, le pétrole prend une direction opposée. Et la dernière fois qu'on a eu le pic extrême du mois de novembre, décembre, enfin la dernière fois, quoi, il est venu parler et il avait un target à 160, je crois, ou 175. Et depuis, ça fait quasiment plus que de baisser. Alors maintenant, où est-ce qu'on va s'arrêter? Comme tu l'as dit avant, il y a plein d'explications et plein de justifications pour dire que de toute façon, ça ira plus haut à un moment donné. Il faudra juste trouver les bons moyens de rentrer au bon moment. Ce qu'il faut se dire de nouveau, c'est que d'un côté, les pays producteurs de pétrole ont besoin d'un pétrole qui soit relativement élevé, d'accord, parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, jusqu'à preuve du contraire. Les Américains, comme ils font de l'extraction chez eux et puis que ça coûte sensiblement plus cher à extraire chez eux que ça ne l'est en Arabie Saoudite ou au Qatar, non, au Qatar, plutôt l'Arabie Saoudite. Donc effectivement, Joe Biden peut avoir ses effets d'annonce pour sa base électorale de dire on veut un pétrole moins cher, mais je pense que l'ancien gentil garçon du gouvernement, Tyson, ex-CEO d'Exxon, qui a travaillé un petit peu pour Trump, mais pas très longtemps vu qu'il a été viré, lui, effectivement, il est tout à fait content d'avoir un prix du pétrole relativement élevé. Ce qui veut dire aussi qu'un pétrole élevé, c'est pas bon pour les raffineurs, parce que eux achètent du pétrole pour le raffiner. Donc, quand vous achetez une major qui est upstream, midstream, downstream, ce n'est pas un problème. Quelqu'un qui est que upstream, tant que ça monte, c'est génial. Celui qui serait que downstream, c'était dans le raffinage. Donc, eux, ils ont l'avantage d'avoir un pétrole pas cher. Juste comme ça, entre parenthèses. Là, c'est de nouveau un var en call. Alors, c'est un var en call avec un knockout. Donc, vous voyez que le prix du WTI était à 80 $, donc dernière colonne tout en bas. Et le strike knockout est à 60. Pourquoi 60? Parce qu'on nous a dit qu'on avait un cap à 60. C'était juste pour rigoler. C'est pour ça. Hein, c'est pas une grande réflexion intellectuelle. Là, le ratio, pour le coup, c'est pas 10. C'est 1. Et comme c'est 1, vous voyez, c'est un peu plus facile à comprendre, que si le knockout est à 60, et que le prix est à 19,85, le 60,38 plus 19,85, on arrive à environ à 80,23. Donc, c'est la valeur. Donc, on est, entre guillemets, par rapport au strike knockout, deep in the money. D'accord? Donc là, c'est vraiment 1-1. C'est un super bon moyen de jouer le pétrole en trading, d'ailleurs, celui-ci. Celui-là, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Donc voilà, donc vous voyez, 60 $, c'est cette ligne horizontale que vous aviez dans le graphique précédent. Et puis voilà, puis donc si vous pensez que ça peut remonter à
à 120, ça c'est un truc qui va effectivement gagner 1,1 ou peut-être 1,10 sur 1, c'est-à-dire qu'il va gagner un petit peu plus le produit que le cours du sous-jacent. Voilà ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Là, je ne l'ai pas mis en parallèle par rapport au prix du pétrole, mais depuis janvier 2022, vous auriez quand même gagné de l'argent. Alors, vous avez l'impression que vous ne gagnez pas beaucoup, mais si on regarde depuis le début et puis qu'on s'arrête maintenant, c'est 326% de hausse. Hein. By the way. En plus, il bouge comme le pétrole. Et il bouge comme le pétrole. Clairement. Et en plus, je pense sincèrement que 60, on ne retourne jamais. Ouais, ça semble assez improbable. Alors maintenant, rappelez-vous quand on était à moins de 0. Oui, mais il faudrait que la Chine ferme définitivement, que le Covid se spread de nouveau, et puis qu'en plus on nous colle la bronchiolite en même temps, et puis que les vaccins ne fonctionnent plus. Ouais. Dans la joie et la bonne humeur. Ouais. Puis là, pour le coup, alors plutôt que de faire 2 fois la hausse, c'était aussi de dire, si on regardait le côté short, donc on va plutôt aller chercher les 60. Donc, mini futur short. Là, le ratio, il est aussi de 1. Donc là, ça a été pris exprès d'avoir un ratio de 1 pour vous remontrer, comme on avait expliqué la dernière fois, que faites attention au ratio. C'est important, certaines fois il en faut 100, certaines fois il en faut 20, certaines fois il en faut 1 pour qualifier pour le mouvement d'un titre ou d'un sous-jacent. Là, pour le coup, le stop loss, c'est à 97. Donc, du moment qu'on touche 97 $, votre produit disparaît. Donc, nous sommes à 80. C'est-à-dire, si on montait de 17, c'est cata. Donc là, je joue plutôt le retour sur 60 en me disant, j'ai lu dans la presse qu'il y aura un cap à 60, donc je pense qu'on va descendre peut-être à 60. Voilà, c'est un peu l'idée. La vol est de 20, c'est pas très élevé. Ce qui est intéressant dans ce mini futur short, c'est que quelqu'un qui voudrait normalement shorter le pétrole en utilisant de vrais futurs, ça lui coûterait une blinde, et s'il a tort, ça lui coûterait la blinde des 4 générations suivantes. Donc ça c'est bien. Pourquoi? Parce qu'il y a le stop loss. Donc si vous avez tort, vous perdez votre mise de départ, mais pas plus. Donc ça on l'avait dit il y a très très longtemps. Ça c'est l'immense avantage. Je pense que le produit le plus sympa par rapport au risque reward, ça reste toujours l'industrie des futurs plutôt que les VAR en call ou les VAR en knockout et les produits à levier qui sont pour moi très compliqués d'une certaine façon, sauf les gens qui jouent un trade. Mais voilà, donc là c'était l'idée de vous pouvez jouer la baisse et là effectivement le haut du jour, le bas du jour, donc vous voyez que vous l'achèteriez à peu près à 17,65. Donc 80 $, le prix du sous-jacent plus 17,65, ça vous amène plus ou moins au niveau du stop loss. Voilà, comme si c'était une espèce de strike. D'accord. Voilà ce qu'a fait le ministre futur short. Ceci étant dit, depuis le mois d'août, alors là, ce n'est pas depuis le mois de janvier, on gagnerait quand même 23%, parce que si vous regardez, le pétrole depuis le mois d'août avait été plutôt en tendance baissière. Donc, celui qui a acheté depuis longtemps, il pouvait la garder et gagner de l'argent. Et puis qui se dit, tiens, j'ai envie non pas de prendre le profit, mais de jouer à plus court terme une baisse du pétrole. Je garde mon profit pour l'instant de 327% parce que je l'ai acheté en début d'année, un truc comme ça. Et puis là, j'ai envie de jouer un petit coup de baisse. Il aurait pu gagner 23%. Et voilà ce que ça donne si on mettait le mini future short et le VAR en call en date du mois d'août, donc du produit le plus récent. Donc, si on prend le produit le plus récent, rappelez-vous que le mini future short est monté. Pourquoi? Parce que le prix du pétrole a baissé. Donc, le VAR en call avec nos cartes a baissé vu qu'il suit le prix du pétrole. Donc, vous voyez en dessous, tout au fond, la variation en pourcent. Celui qui avait acheté le mini future short gagnait 23%. Celui qui avait acheté le VAR en call, le mois d'août, même date, aurait perdu 21%. Il y a aussi un truc, avant la conclusion, il y a aussi un truc qu'il faut quand même faire très attention pour ceux qui veulent traiter le pétrole. Ce n'est pas un instrument innocent. Il est extrêmement tiraillé par plein de raisons fondamentales et politiques et géopolitiques. Donc il faut faire très attention. On l'a vu ces derniers temps, ça va dans tous les sens en fonction de ce qu'on nous dit sur la Chine. Ça va dans tous les sens en fonction de ce que laisse penser la Fed. Donc les mouvements peuvent être extrêmement violents. Donc soyez prêts aussi à ce genre de volatilité. Mais c'est hyper intéressant à traiter. Mais par contre, n'oubliez jamais aussi que de l'autre côté, il y a énormément de gens qui traitent le pétrole
en tant que spéculateurs et qui font ça depuis des années, donc ils connaissent très très bien les tenants et les aboutissants de la chose. Donc renseignez-vous un maximum avant de mettre les mains dans la motionneuse batteuse, comme je dis tout le temps. Et soyez prudents parce que n'oubliez pas non plus que derrière, il y a aussi des pros qui travaillent pour des raisons de hedging par rapport à des stocks pétroliers. Et où ils n'ont pas les mêmes tailles que vous. Donc voilà, c'est un message de prudence. Ouais. Donc, ceux qui maîtrisent bien l'analyse technique et puis qui veulent travailler en intraday, ça a du sens. Absolument. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Celui qui fondamentalement pense qu'effectivement le pétrole va disparaître, donc, enfin, etc., et qui veut travailler sur le long terme, ne jouez pas le pétrole, jouez plutôt une pétrolière. Le pétrole ne se joue pas sur le long terme. Ça, c'est clair et net. Vous devez pas le prendre parce que d'abord, il y a des problèmes de livraison de Contango et de backwardation. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais le pétrole doit être une opération de trading à court terme, point barre. À moins que vous décidiez de monter une boîte et devenir un raffineur professionnel, mais ce ne sera pas forcément le choix. Prudence. Juste avant de répondre à la question sur BP, juste donc, qu'est-ce que le désert? C'est un endroit où l'on récolte du pétrole. Ouais, c'était la foire au cancre, c'était à peu près à la date de ma naissance. C'est pour ça que j'ai trouvé ça sympa. Ouais, toi, tu n'étais pas né, donc c'est parfait. Oui, il y avait une question sur BP. BP, British Petroleum, oui, il n'y avait pas de dots non plus. C'est une histoire. BP, c'est la même chose. Rappelez-vous, il y avait eu le monstre problème de British Petroleum. Ça, c'était quand j'étais encore à la Bancodie, dans le golfe du Mexique. Et puis, ça avait été la cata totale. Tout le monde pensait que BP allait faire faillite et puis c'était terminé. Adieu la vie, adieu BP, etc., etc. Rien ne s'est passé. Comme d'habitude, comme tous les problèmes qu'on a vus dans l'industrie pétrolière, avec moult bateaux qui se sont échoués sur plusieurs côtes. Et en fait, on s'en fout un peu parce qu'on a vraiment besoin du pétrole, qu'on le veuille ou non. Donc BP, oui, c'est aussi une bonne boîte. Donc si vous regardez quelqu'un qui se pose des questions par rapport à qu'est-ce que je veux acheter comme pétrolière, là on sort du domaine des dots. Il peut acheter l'ETF, et puis il y a des ETF avec distribution de dividendes. Donc comme ça vous permet aussi d'avoir un ETF, la distribution de dividendes, vous jouez les deux, le secteur des pétrolières, avec les 5 majors qui sont dedans, avec certainement encore 2 ou 3 junior companies. Donc il y a plusieurs ETF, il faut aller chercher les ETF, celui qui correspond le plus à ce que vous voudriez avoir. Et puis surtout, là, pour le coup, de jouer un tout petit peu le côté dividende. C'est toujours très compliqué de chercher une pétrolière en particulier parce qu'elles sont toutes, elles peuvent avoir des problèmes comme on a vu justement BP et le Golfe du Mexique. Elf avait eu ça aussi. Enfin, voilà. Ouais. L'autre question, c'est par rapport dans une logique de dividende, par rapport à ce que je parlais tout à l'heure sur Exxon, pourquoi ne pas avoir opté pour CVX, qui a 35 années de hausse de dividendes contre 10 pour Exxon, et qui a une meilleure progression de dividendes, 3,5 sur 10 ans. 3,5-10 ans, ouais. CVX, donc Chevron, avec un PI équivalent à Exxon à l'époque. Bon, c'est toujours difficile d'expliquer. Alors moi, j'avais un mandat très spécial, très spécifique. Je devais choisir 2 pétrolières et je devais avoir une européenne et une américaine. Donc, moi, j'ai traité pendant des années Exxon, dans mon passé de trader sur les marchés américains. C'est une action que j'aimais bien par principe. C'est celle qui me semblait le mieux positionnée au niveau technique et c'était la plus grosse en termes de capitalisation boursière. Et comme je voulais absolument prendre du très gros, ben, j'ai pris Total et Exxon. Et je n'ai pas été chercher aussi loin que ça pour le choix. Mais dans cette réflexion, en choisissant une des deux, ben forcément que vous avez raison. C'était bien plus intelligent de prendre Chevron que Exxon. Maintenant, vous expliquez pourquoi je n'ai pas fait ça il y a 2 ans et demi en arrière. C'est aussi une question de choix. Après, il y a des affinités. Quand vous avez passé un peu de temps dans les salles de trading, il y a des titres, vous savez, ça marche bien, vous êtes bon. Et il y a des titres, vous savez que c'est systématiquement, vous prenez une claque. Et moi, j'en ai analysé quelques-unes comme ça et j'ai jamais réussi à gagner vraiment bien sur Chevron, alors qu'Exxon m'a toujours plus ou moins bien réussi. Donc voilà, il n'y a pas la science n'étant pas, la finance n'étant pas une science exacte. Voilà ce qu'on peut dire. Mais la réflexion est juste. Ouais. Après, de nouveau, ça dépend à quel moment. Parce que PE identique, c'est une chose, mais après, il y a PE to the growth. Est-ce que la compagnie va croître ou pas? Alors, si vous ne jouez que le dividende, effectivement, ce que vous dites, c'est une logique de dividende. À ce niveau-là, je prends l'action qui paye le plus de dividendes, évidemment. Ça, c'est tout à fait d'accord. Après, le fait d'avoir une progression 3, 5, 10 ans de progression des dividendes, ça, c'est une très bonne réflexion.
parce que du moment où vous choisissez un titre qui paye des dividendes, regardez deux choses. La première, c'est que ce titre n'est jamais manqué de dividendes, si vous jouez vraiment que ça. Hein. Donc c'est pour ça que les gens qui disent j'achète que des sociétés d'assurance en Suisse parce qu'elles payent vachement bien, Hartung, parce que de temps en temps, elles coupent le dividende. Donc effectivement, il faut regarder le dividende, la progression du dividende, certes, mais c'est surtout la partie des bénéfices qui est distribuée en dividende. Parce que si on distribue tous les bénéfices en dividende et que le bénéfice n'augmente pas, c'est un petit peu embêtant. Et s'il baisse, c'est encore plus embêtant parce que ça veut dire une baisse de dividende. Donc, il faut regarder ce qu'on appelle le payout ratio. D'accord? Ça, c'est intéressant à voir. Donc, après, par rapport Chevron, Exxon, etc., effectivement, après, si on regarde sur 10 ans, on peut se dire, est-ce que la Royal Dutch payait plus ou pas? Mais c'est intéressant, c'est une bonne réflexion. Il y a aussi un truc qui était, si je reviens sur les 2 dernières années, à l'époque où j'avais dû prendre ce mandat, moi j'avais dû insister pour mettre des pétrolières dedans parce qu'on m'avait dit non mais c'est pas bien parce que c'est pas propre. Parce qu'on était en pleine vague ESG, investissement responsable, ce qui est tout à leur honneur, bien sûr. Hein. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que les clients, en fait, ils hésitent à investir dans ce type de valeur par moment, parce que c'est pas bien politiquement correct. Et puis de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui vient dans 2 ans vous dire oui, mais alors pourquoi j'ai pas de pétrolière dedans? Parce que finalement, c'est quand même mieux de gagner de l'argent avec un truc qui n'est pas super propre plutôt que d'en perdre avec un truc qui est super clean. Donc, c'était aussi des décisions qui étaient assez rigolo à prendre là-dessus. Charles Gave, que pensez-vous des MLPs et puis des RNB qui sont très intéressants dans la durée, mais avec la contrainte du K1? Merci pour tout ce que vous faites. Pensez à inviter Charles Gave si vous le connaissez dans un prochain webinaire. Alors, Charles Gave, il ne viendra pas, ça c'est sûr. Parce que pour le faire venir jusque-là, ce sera très compliqué. Par contre, je suis censé le rencontrer dans pas longtemps. Donc après, on verra ce qui est possible de faire à ce moment-là. Pour la réponse sur les MLP, les EPD, les ET, les ENB, on ne va pas le faire maintenant parce que ce serait un peu trop long et compliqué. Donc je pense qu'on reviendra sur le sujet ces prochains temps. Et puis, il y a encore une dernière question qui date d'il y a 1 heure. Alors, je ne sais pas si la personne est toujours là. Si. Pouvez-vous l'action Roche. Alors, l'action Roche a beaucoup baissé ces derniers temps. Pensez-vous qu'à 300 francs, c'est intéressant? Oui, sans hésiter. Alors, Roche. En Suisse, quand on investit dans le marché suisse, de toute façon, vous avez 3 actions qui tiennent la route et le reste n'a pas grande importance dans la masse totale du SMI, puisqu'on sait tous que le SMI, c'est Novartis, Roche et Nestlé. Elles ont toutes leurs phases de période, toutes les périodes négatives. Roche s'est pris une tôle monumentale de ces derniers temps. La raison principale, c'est un downgrade massif de l'UBS quand elle a atteint les 400. L'analyste avait un target à 400 et il a downgradé le bon Roche en mettant un target à 300. Quand l'UBS dégage une position comme le bon Roche, je vous laisse imaginer, ils n'ont pas 4 dans toute la banque. Donc, ça fait quand même du poids vendeur, première chose. Ensuite, ils ont eu pas mal d'échecs au niveau de certains médicaments qui n'ont pas passé la phase 3, surtout un médicament sur Alzheimer où ils ont perdu du terrain par rapport à Biogen. Mais néanmoins, c'est une certitude que d'abord, l'UBS avait baissé son target à 300. On est de nouveau sur les 300. Il suffit qu'il y ait une ou deux bonnes nouvelles et je peux vous garantir que l'analyste il va remonter son target à 350 et à ce moment-là, elle va repartir. Mais de toute façon, c'est des titres qui sont dans le range et si vous avez une vision long terme sur Roche, mais évidemment, si j'ai de l'argent à investir et que Roche est à 300, bah, j'en achète un peu. Si elle baisse un peu, j'en rachète encore. De toute façon, ce machin, il va remonter à 400 ou 450. Après, c'est une question du temps que vous avez et de ce que vous êtes prêt à investir dans ce titre à ce moment-là. Oui, le floor, faut se rappeler aussi que la plupart des gens imaginent que c'est facile de recommander une action, puis que si on dit Roche, n'importe qui peut recommander Roche. À 300, ce qui est intéressant, c'est pour 2 raisons. Donc, on revient par rapport aux dividendes. Un, c'est c'est une société qui verse des dividendes, qui augmente des dividendes, donc ça, c'est bon. Quand on passe de 400 à 300, ça veut dire que le dividend yield, le rendement du dividende augmente de facto de 25%. Donc ça vaut la peine, considérant, toute chose étant égale par ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ne bougeraient pas leur dividende l'année prochaine. Première raison. Deuxième raison, toute caisse de pension suisse, quand en fin de mois ils reçoivent le cash de nos amis, nous les assurés, je peux vous dire qu'ils achèteront de la roche. Ils achèteront de la roche parce que dans
tous ces gens-là veulent pas prendre de risques particuliers. Donc, ils vont acheter des grosses sociétés du SMI et certainement qu'ils vont peut-être très, très modérer leurs achats en Crédit Suisse, UBS, etc. Mais alors, Roche, ça à tous les coups. À l'époque, Roche aussi avait une très mauvaise réputation, très, très mauvaise, parce qu'elle gagnait plus d'argent avec sa division financière, mais ça, c'était dans les années 90, qu'avec leur division produits, pharma. Mais maintenant, c'est plus du tout le cas. Et puis, ils avaient complètement absorbé à l'époque Genentech, une société de biotech aussi. Donc, vous achetez un labo, quoi, il y a aucun problème. Et puis, ils seront sur tous les fronts. Et dernière chose, quoi qu'il en soit, le lobby des pharma est suffisamment fort pour que sur le prix des médicaments, personne ne puisse véritablement intervenir. Donc, ils vont garder leur marge. Voilà. Pour être réaliste. Et on ne travaille pas pour eux. Voilà, c'est ainsi que se termine ce webinaire. On est encore une fois désolé d'avoir été obligé de vous décaler à 19 d'une demi-heure pour des raisons de circulation. La prochaine fois, on viendra en hélicoptère. C'est le coup plus simple. Où on le fera depuis la maison. Voilà. Merci à tous d'avoir été là, comme d'habitude. Ouais. Là, au niveau des webinaires, c'est fini pour cette année. C'est fini, hein? Oui. C'est fini pour cette année. On se retrouve donc l'année prochaine. L'année prochaine, on va refaire une overview en vidéo, cette fois, sur les stratégies et tout ce qu'on peut faire avec les dots. Justement, ça sortira, je pense, à la fin du mois de janvier. Moi, je vous retrouve demain matin depuis la montagne pour le Morning Bull Live. Vendredi pour le Swiss Bliss. Et puis, de toute façon, jusqu'à la fin de l'année avec les vidéos. Mais pour le reste, pour ceux qui ne font que du webinaire, on vous souhaite une bonne fête de bonnes fêtes de fin d'année, Happy New Year, machin, tout ça, et puis on verra comment ça se passe l'année prochaine. Profitez bien et à bientôt. Oui. Bonne soirée. Yes.